Cette semaine, à l'émission, je suis allée rencontrer M. Yannick Gagné, propriétaire du Musicafé. Je suis aussi allée à la maison 5e saison, rencontrer Mme Mélanie Lachance, coordonnatrice aux bénévoles, et j'ai rencontré M. André Sanson et Mme Nathalie Michaud à la ville de Lac-Mégantic. Bienvenue à Tour de Ville. Pour ma chronique avec la ville de Lac-Mégantic, je rencontre M. André Sanson qui nous parle de la politique familiale et Nathalie Michaud qui nous parle de la compétition de natation. Ça a lieu le 29 novembre prochain. Qu'est-ce que la compétition de natation? C'est notre deuxième édition. En fait, c'est une compétition vraiment amicale. Mais c'est intéressant de pouvoir participer, de voir des vraies catégories, de s'inscrire, de participer, puis d'avoir vraiment l'organisation d'une vraie compétition. Évidemment, on veut arriver à avoir éventuellement un beau club civil là, de jeunes nageurs. On en a déjà des bons avec la polyvalente Montignac, puis il y en a qui sont inscrits aussi ici au Club des jeunes nageurs. Okay. Ils performent déjà très bien. Mais samedi, le 29 novembre, c'est vraiment amical. Alors, on s'inscrit, on participe. Il y a plusieurs catégories. Vous pouvez vous inscrire dans le 50 mètres libre, 50 mètres d'eau, brasse, papillon. Il y a le 100 mètres libre, le 100 mètres QNI qu'on appelle, 4 nages individuels. Et il y a le relais, il y a 4 fois 50 mètres libres. OK. Ça, c'est les catégories qu'il y a. Si vous ne les retenez pas, c'est pas grave, appelez-nous. C'est bon. Au centre, on va pouvoir vous donner les informations. C'est donc le 29 novembre. Ça dure quand même pas très longtemps. C'est de 9h à 11h environ, okay, les compétitions. On va accueillir les bénévoles à 8h ici. Puis on est chanceux. On a vraiment des bénévoles. L'année dernière, c'est la première édition qu'Antonin a montée. Il a fait un super beau travail. Il est allé chercher vraiment des gens du milieu. Fait qu'on a la chance d'avoir des vrais officiels de la Fédération de natation du Québec, wow, qui viennent bénévoler avec nous. Je pense entre autres à M. et Mme Manning, à Mme Lucie Trudel, qui vient nous donner un coup de main puis qui vont chronométrer, qui vont regarder les virages, en tout cas, ils vont tout faire ça. On a ouvert cette année la compétition au club, au junior 7 à 10. Okay. Fait que s'il y en a qui ont passé leur junior 7 à 10, qui ont le goût de un petit challenge, de venir s'inscrire, c'est aussi un bel événement de gang. Hein? C'est le fun. On ne s'inquiète pas si on n'est pas, on performe pas. Là. On vient juste s'inscrire et on le fait pour le plaisir. Donc, junior 7 à 10. Aussi à ceux qui font de l'aquafit. C'est des gens qui savent nager, c'est des gens qui quand même ont une expérience de l'eau. On les invite à s'inscrire et les nageurs des bains libres qui viennent le matin ou le soir en natation ici. Vous êtes les bienvenus. Vous avez juste à téléphoner au centre sportif ou à vous présenter. C'est gratuit, il n'y a pas de frais. Du 13 au 21 novembre, on va prendre les inscriptions. Ça va nous laisser là, la semaine pour préparer les catégories, puis tout préparer la compétition comme il faut. Ça va finir vers 11h15. Je vais le nommer. C'est Intersport qui va être notre... il nous donne vraiment un coup de main, puis en plus, il va nous donner des beaux prix de présence pour les participants. Fait que, comme je disais tantôt, c'est pas compétitif. Il n'y aura pas de médaille pour les gagnants. C'est des prix de présence qu'on va donner à nos participants qui ont bien voulu s'inscrire. C'est très agréable. L'année passée, on invite les gens, vous pouvez venir dans... C'est ça que tu voulais dire? C'est ça que je voulais savoir. Oui, c'est ça. On invite les gens à venir voir, à venir encourager les équipes. Vraiment, c'était une belle ambiance l'année passée, puis on est content de faire la deuxième édition cette année. Bien, je suis contente aussi qu'il y ait des belles compétitions qui s'organisent comme ça, qu'on sorte un peu du lot. Puis pour les gens qui viennent faire de la nage aussi, c'est intéressant. Je te remercie beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci à vous. Donc, aujourd'hui, on voit derrière nous une exposition. On en a parlé il y a de cela 2 semaines. Oui. Donc, c'est M. Maurice Garot qui fait de la sculpture sur verre. Et puis, c'est exposé jusqu'à quand? Oui, c'est exposé jusqu'au 6 janvier. Donc, pensez que tout le mois de décembre, c'est là. Oui. Donc, c'est déjà installé. On est au mi-novembre. Donc, c'est une exposition duo avec Charles Rodrigue, qui, lui, fait de l'acrylique et de l'encaustique, qui est à base de cire. Donc, ces deux artistes-là, on pourrait dire qu'il y a une thématique. Le portrait est très présent, donc les visages, tout ça, que ce soit dans le vitrail ou du côté de Charles Rodrigue avec ses grands formats. Fait que c'est à voir. Manquez pas ça à notre galerie du Centre sportif Mégantic. Donc, c'est toujours la Commission des arts, culture, patrimoine qui poursuit son calendrier d'exposition. Donc, en janvier, il y aura autre chose, et etc. On aura le temps peut-être d'en reparler dans vos prochaines émissions. Oui. Donc, les gens peuvent venir voir sur les heures d'ouverture du Centre sportif. Oui. Les heures sont très larges. Hein? C'est de 8 h le matin jusqu'à presque 9-11 h le soir, selon les soirs, parce que le centre ne ferme pas avant 11 h habituellement. Là. Fait que c'est une activité toujours accessible
Et en plus des œuvres des artistes, il y a aussi des photos et une exposition sur le ferroviaire au deuxième. Donc, c'est une agréable visite de passer ici. Il n'y a pas juste les sports. Parfait. Donc, on invite les gens à venir faire un tour. Dans un autre ordre d'idée, il y a eu le lancement hier de la politique familiale de la ville de Lac-Mégantic. Donc, André, qu'est-ce qu'une politique familiale, premièrement? OK. Donc, commençons par un peu le début. Donc, disons que cette politique-là qui a été lancée cette semaine au public, c'est la 5e édition. Pourquoi la 5e édition? C'est que ça fait 20 ans que la ville de Lac-Mégantic a nommé une commission, donc une commission municipale, commission de la famille et des aînés, qui est responsable de ces questions-là, et avec le soutien du ministère de la Famille, a produit une 5e édition de la politique. Comment on fait ça? Premièrement, consultation publique. Donc, on a consulté les différentes tables de concertation aînés, 0-5 ans, jeunesse, pour ramasser de l'information sur les attentes par rapport à la ville, sur les besoins des familles et des aînés. OK. Fait que ceci se fait dans un laps de temps quand même de quelques mois. Et ce qui s'est passé avec notre consultation, c'est qu'elle a eu lieu avant la tragédie. La tragédie nous a un peu reculé dans le temps au niveau de l'impression du document, de trouver un bon momentum pour le lancement. Il y a eu changement de gouvernement, etc. Donc, il y a eu un délai. Par contre, le plan d'action est là, adopté, et la Commission de la famille et des aînés travaille à sa réalisation. Donc, la précédente politique et plan d'action qui a à peu près une durée de 3 à 4 ans. OK? Au bout de 3-4 ans, une municipalité peut revoir son plan. Donc, la dernière fois, il y avait 24 actions d'identifier, et l'accomplissement de ça avait été réussi à 80 %. C'est quand même très bien. Donc, bien sûr qu'une fois encore, on a identifié 29 actions, donc un petit peu plus que la dernière fois, et des choses qu'on veut réussir à mettre au service des citoyens de Lac-Mégantic. Donc, politique pour les orientations, plan d'action pour des choses concrètes à réaliser. Et les directeurs de services d'une municipalité sont habituellement mis à contribution pour bien évaluer le réalisme de l'atteinte de ça. Et pourquoi une politique, un plan d'action? Pour faire en sorte, c'est le désir du ministère, que les municipalités aient des mesures pour le mieux-être des familles, des aînés dans sa communauté. Ça va par la sécurité, le loisir, l'implication citoyenne. Et bien sûr que de réussir ça, c'est intéressant, mais je vais juste donner un exemple qui est un peu une anecdote, là, mais dans le plan d'action avant le 6 juillet qui avait été adopté sur le point 2, il y avait la construction d'une passerelle au-dessus de la rivière Chaudière pour permettre aux piétons de traverser ce beau parc-là maintenant, parce qu'en bordure de la rivière Chaudière, on a établi un parc. C'était dans nos objectifs. Fait qu'au lieu d'une passerelle, comme vous le savez maintenant, on a un pont avec une piste cyclable puis un grand trottoir qui fait le lien sur la promenade Papineau et vers le nouveau métro qui a été inauguré. Voyez-vous comme des fois, l'orientation de quelque chose, de créer un lien piétonnier, se transforme. Là, on pourrait dire qu'on a dépassé les objectifs. Il y a l'arrivée de parcs, il y a la tarification, il y a la sécurité dans les rues. Ce sont le genre d'actions qu'on fait le suivi au niveau de la réalisation pour qu'une municipalité se préoccupe toujours d'un milieu de vie plus intéressant pour les familles et les aînés. D'accord. Et puis, les gens, s'ils veulent consulter en fait, la politique en général, il y a un document qui a été produit. Comment on peut se le procurer? Oui, bonne question. Bien sûr que le document est disponible ici au comptoir d'information du centre sportif, parce que le centre sportif est le lieu par excellence pour les services municipaux maintenant que l'hôtel de ville n'est pas accessible. Fait que les copies peuvent être prises là. Et bien entendu, le site web de la ville permet de consulter ce travail qui est en vigueur, je dirais, pour encore une couple d'années en termes de réalisation du plan d'action. Merci beaucoup, André. Bienvenue. Vous ou un de vos proches avez été client d'un notaire à Lac-Mégantic et croyez qu'au moins un de vos documents notariés a été détruit? La Chambre des notaires du Québec vous invite à visiter sans tarder notre point de service à Lac-Mégantic en apportant vos copies authentifiées, et ce afin que nous puissions sans frais procéder à l'émission de vos nouveaux documents. Notre point de service de Lac-Mégantic est situé au 6312 rue Salaberry, bureau 104. Vous pouvez nous joindre au téléphone au 1-866-622-1201, 1-866-622-1201.
1201 ou encore consulter notre site internet www.cnq.org. Venez les gars, un petit pourboire. Pourboire? Merci, mais cet argent-là s'en va aux jeunes, aux sportifs de la région. Si j'avais eu le chance, j'aurais peut-être mis mes lèvres sur une autre sorte de coupe à soir. Faites un choix triomphal avec l'Opération Nez Rouge qui remet vos dons au sport et à la jeunesse. Si vous avez les facultés affaiblies, appelez un ami, un taxi ou appelez-nous. Cette semaine, j'ai une invitation toute spéciale à venir visiter le nouveau Musicafé. En pleine construction, Yannick Gagné nous reçoit pour nous faire une petite visite. On s'est introduit dans le chantier pour venir voir comment allait l'évolution des travaux ici. Peux-tu nous parler de l'évolution, justement, où en est le chantier du Musicafé? Le chantier tire à sa fin. On est dans les dernières finitions. On attend nos meubles. Les tables-chaises ne sont pas rentrées encore. Ça devrait être bientôt. La cuisine, c'est pas mal tout installé. La finition intérieure est presque toute faite. C'est des ajustements, de la programmation, de l'électronique qui s'en vient. Là, les derniers, on est dans le dernier bout de chemin. Donc, on le voit de dehors. C'est un bel espace tout vitré. Peux-tu nous parler du nouveau Musicafé? Qu'est-ce qu'il va y avoir de spécial, là? Bien, il y a beaucoup de choses. On a gardé l'essence de l'ancien, mais tout en améliorant des points qu'on ne pouvait pas faire là-bas, qui étaient dans un vieil édifice. Alors, premièrement, bon, c'est plus vitré, comme vous pouvez voir, style moderne. Là-bas, on ne pouvait pas faire ça, on était pris entre des édifices. Ça donne beaucoup de clarté. Pour le jour, c'est super. Le soir, ben, ça devient sombre quand même à cause des lois sur la luminosité extérieure. C'est parfait pour ça. On a une nouvelle scène, plus grande, avec un système de son pour les bands ou pour l'ambiance qui ne s'est jamais vu au monde. Je me l'ai fait confirmer. Ça va être de la haute fidélité. C'est un son incroyable. Les gens vont baigner dedans. Ils voudront plus s'en aller. C'est fait par M. Patrice Ledoux, qui est de Magog, qui fait des enceintes Ledoux acoustiques. Tout a été pensé, a été fait sur mesure pour le Musicafé. Wow. Il a gagné plusieurs prix à Los Angeles, Chicago pour ce système de son. Ça va être très spécial. On a déjà fait des tests pour la musique d'ambiance, puis c'est assez incroyable. Fait qu'on a ça qui va être unique dans la région et plus grand que la région. On a aussi plusieurs produits de bière en fût qui sont disponibles, dont 4 produits qui sont disponibles seulement à un endroit au Québec. Moi, la seconde endroit, c'est tout. Okay. Produits qui viennent de Belgique, d'Allemagne, que les gens n'ont probablement pas goûté là, dans la région ici, parce que c'est la place qui l'offre à Montréal. Ils sont ouverts depuis seulement un an et demi. Okay. Puis, on mise fort là-dessus, c'est des produits haut de gamme. On a un espace pour le vin, un cellier. Ça faisait longtemps que j'en voulais un. Je préparais là-bas d'en faire installer un. On n'a pas eu le temps. Et là, on a pris la peine d'en installer un beau vitré pour que les gens puissent... ça fait un look aussi, puis puissent l'admirer à l'entrée. On a un espace pour le mémorial, pour les victimes qui étaient présentes au Musicafé ce soir-là. Okay. Ça va être plus axé sur ces gens-là pour le mémorial, avec des items, des cadeaux qu'on a eus, du spectacle du Centre Bell pour Mégantic. Il y a une guitare qui a été signée par tous les artistes. Ils me l'ont remis, fait qu'elle va être ici exposée. J'ai plein d'autres items qu'on a eu en cadeau avec le Musicafé d'été aussi. On va faire un bel espace pour ces gens-là pour ne pas les oublier. C'est un petit peu, à ça qu'on peut s'attendre à nouveau. C'est intéressant, on a vraiment hâte que ça rouvre. Il y a aussi, en fait, le nouveau menu qui était sorti depuis à peine 2 semaines. J'avais eu le temps de goûter quelques items. Est-ce que c'est le même menu qui revient? Combien de places assises aussi pour manger? Le nombre de places assises, ça va être passablement la même chose. On va tourner entre 100 et 120 personnes, la capacité. Ça veut dire que si je trouve qu'on n'est pas... c'est trop difficile de 120 personnes au départ parce qu'on ne fournit pas. On va peut-être enlever des places, on va le descendre à 100. On va s'ajuster pour que les gens n'attendent pas trop longtemps, que l'ambiance soit bonne. Fait que c'est à peu près ce qu'il y avait là-bas, mais disposé différemment.
Et le menu, c'est ça, il y avait 2 semaines. On leur passait. Il y a des choses qu'on va enlever que pendant les 2 semaines, on trouve que bon, ça n'avait pas marché tant que ça, puis les modes ont changé. Quelques items qu'on va rajouter. Plus de saveur, mais dans l'ensemble, on va garder ça pour partir. J'étais seul pour tout faire au départ, c'était plus compliqué. J'ai dit, je peux pas mettre 2 semaines sur un menu. Alors, on va commencer comme ça. Il était neuf, comme tu dis, il y avait 2 semaines. Puis les gens vont être contents aussi de retomber dans quelque chose qu'ils connaissaient. Rassure-moi, les frites de patates douces vont être encore là. Oui, et plein d'autres surprises. OK. Donc, et puis, est-ce qu'il y a un lancement officiel, une date, en fait, ou un alentour de date pour l'ouverture du Musicafé? Présentement, on vise, c'est pas encore annoncé, mais on aimerait ça être prêt pour le 29 novembre, qui est un samedi, pour le public en général. Et commencer en mode pré-ouverture. Faire l'ouverture officielle plus tard avec une grosse fête, avec les gens qui ont aidé beaucoup ici, les commanditaires majeurs, les gens qui ont travaillé sur le chantier. J'ai eu beaucoup d'aide. C'est pour ça que c'est aussi beau, sinon ça serait impossible. Fait qu'on veut leur faire quelque chose pour eux autres. Puis il va y avoir les médias qui vont être invités aussi, les politiciens, etc., les artistes des différentes années qui ont joué chez nous au café avant. Et puis ceux que j'ai rencontrés au Musicafé d'été, puis faire une soirée spéciale, mais ça serait plus tard. On va être en mode pré-ouverture à partir du 29, je me croise les doigts. On attend encore pour l'annoncer. Ça va passer à la télévision, mais les gens vont pouvoir suivre plus en détail, peut-être par Facebook ou par les médias. Donc, c'est ça. Sur Facebook, on a pu suivre l'évolution des travaux. On a vu plusieurs photos. Donc, on va te suivre aussi pour avoir la date officielle d'ouverture où on va enfin pouvoir venir prendre une bière au Musicafé parce qu'on est plusieurs à l'attendre. Avec la décoration aussi, on le sent que c'est inspiré de l'ancien Musicafé. Donc, il y a beaucoup de bois au plafond aussi. Peux-tu nous en parler de l'inspiration? Bien, c'est très important de garder une petite touche. Puis ça a été difficile au début. On se disait, moi, personnellement, je me disais, est-ce qu'on va pouvoir refaire quelque chose d'aussi beau? Puis ça me préoccupait beaucoup. Je me disais, je vais me faire juger. Les gens, oh, mais c'était plus beau dans l'autre. Ouais. C'est difficile de plaire à tout le monde. Oui. Puis avec l'autre, on avait pas mal, j'avais jamais entendu un mauvais commentaire. Puis ici, la semaine passée, j'ai eu de la visite d'Allemagne et de Toronto. Des gens qui sont représentants de bières, de compagnies de bières, justement, que je vais avoir ici, là, les bières spéciales que je te disais. On était encore bien plus en chantier que ça. Il y avait la poussière du brandy à grandeur, des tables de coupe, des plieuses. Puis on a passé la soirée ici à prendre de la bière. Les gars voulaient plus s'en aller. Ils disaient, on n'a jamais vu avoir autant d'ambiance que ça. C'est un chantier de construction, ils ne comprenaient pas. Ils n'avaient jamais vu ça. Puis c'est à ce moment-là, je me suis dit, ouais, je pense qu'on a surpassé qu'est-ce qu'on avait fait dans l'autre. Puis je le vois, qu'est-ce qui manque, je le sais. Là. Ben oui. Ça va surpasser. Merci. Merci beaucoup. La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et rempli de services. La tranquillité d'esprit située juste à côté de l'hôpital et du carrefour vous offre une magnifique vue sur le lac. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre rendez-vous et nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant au 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web via le www.edensurlelac.com. Oh là là! Oh! Oh oh! Allô? Allô? Bonjour mes petits lutins, ici tout va très bien. Oh. Père Noël! Ne vous faites pas surprendre, optez pour le trio au meilleur prix sur le marché, incluant le plus grand nombre de chaînes spécialisées, la vraie haute vitesse et 1000 minutes d'interurbain au Québec chaque mois. Oh oh! Yeah. La Maison 5e saison a un grand besoin de bénévoles. Aujourd'hui, je suis venue rencontrer Mme Mélanie Lachance, coordonnatrice des bénévoles. La
maison, la 5e saison, première des choses, c'est une maison de soins palliatifs. Donc, on accueille des gens qui sont en fin de vie avec un pronostic réservé, c'est-à-dire que on évalue, donc le médecin évalue un pronostic de moins de 3 mois. Okay. Quand les gens arrivent ici, on a 6 lits dans la maison, donc une possibilité de recevoir 6 personnes, qu'on appelle des résidents parce que c'est une maison et ils font partie de la famille comme si c'était une vraie maison, leur famille aussi. On souhaite toujours donner le meilleur soin possible, dans le plus de douceur, le plus de confort possible. Et pour faire ça, on a du personnel qualifié, soignant, qui est auprès des gens. Toujours une infirmière au poste, toujours une préposée aux bénéficiaires. On a une cuisinière aussi qui est ici 3-4 jours par semaine. Et pour combler les besoins qu'ils pourraient avoir en dehors du travail normal des gens, donc pour s'assurer, comme je disais, d'avoir la plus grande douceur, d'avoir le meilleur confort, on a des bénévoles qui supportent le personnel. Okay. Les bénévoles vont, entre autres, être à la cuisine. On en a qui sont aussi aux soins, directement aux malades. Toujours en support, par contre, comme je disais tantôt, au personnel soignant. Donc, les bénévoles ne donnent jamais de traitements médicaux, mais ils sont là pour aider la personne à se mobiliser, l'aider, par exemple, à aller à la salle de bain ou aider à se placer, s'installer comme il faut dans le lit quand il vient le temps de manger, apporter les gens à la cuisine quand ils veulent venir manger à la cuisine aussi, dans la salle à dîner. Et on apporte... la maison est faite de manière à ce que les gens puissent se promener à l'intérieur. Donc, les portes sont installées pour qu'on puisse sortir les lits des chambres. On peut apporter les lits ici dans la chapelle, par exemple. On peut les apporter dans la salle à dîner et on peut même les apporter dehors. Donc, pour arriver à combler, j'allais dire les besoins, en fait, c'est combler les désirs des gens en fin de vie, leur permettre d'avoir la meilleure fin de vie possible, que ce temps-là qui leur reste soit vraiment le plus appréciable. On a besoin de l'aide de bénévoles. Sinon, la maison ne pourrait pas vivre, ça coûterait vraiment, on ne se le cachera pas, beaucoup trop cher. Donc, les bénévoles, ils apportent vraiment de la douceur, ils apportent un petit plus au niveau du bien-être. Donc, et puis, ces bénévoles-là, ils peuvent être formés. Donc, quand ils décident de devenir bénévoles, ils s'inscrivent auprès de vous. Comment ça fonctionne du moment où on décide d'être bénévole à aller au moment où on est en présence, on est ici dans la maison à aider? Donc, il y a différentes formations. Une formation de base que tout le monde reçoit. Donc, les gens qui sont à la cuisine, à l'accueil, ceux qui font l'entretien, la maintenance de la maison, autant que ceux qui sont aux soins directs aux résidents, doivent avoir une formation qui dure 6 heures et donc c'est toute une journée. Par la suite, chaque secteur a une formation spécifique. Donc, la cuisine, ça va être au moins une après-midi où la personne va être formée par la cuisinière. Après-midi avant midi, là, c'est un 3-4 heures. Ensuite de ça, les gens, par exemple, qui sont aux soins, ont une formation particulière. On va rajouter un autre 6 heures de formation pour, encore théorique, expliquer ce que les gens peuvent voir, avec quoi ils peuvent être en contact. Les différentes maladies qu'on pourrait voir ici, pourquoi les gens pourraient se retrouver ici et quel type de symptômes ils pourraient avoir aussi. Donc, quand on est aux soins, qu'on se retrouve dans une chambre directement avec un résident, être capable de faire face à ce qu'on peut voir de l'autre côté de notre porte. Ensuite de ça, on va demander à ces gens-là de faire une formation de PDSB, donc principe de déplacement sécuritaire des bénéficiaires, qui est d'une durée de 16 heures, et c'est la maison qui l'assume, le coût financier. Et ensuite de ça, on s'assure que les gens aient environ 16 heures de formation à la maison, avec un mentorat avec un autre bénévole, qui est des bénévoles qui ont fait ça pendant une année. J'ai des bénévoles ici qui ont 700-800 heures de travail aux soins des résidents. Donc, ces gens-là peuvent aider à former. Et on a toujours la formation ensuite de ça qui va être soutenue par les préposés aux bénéficiaires, les infirmières. Et on évalue la formation. Donc, au niveau des gens qui sont aux soins, on parle d'environ 45 heures de formation avant de les laisser aller. Et comme je disais tout à l'heure, ces gens-là ne sont jamais laissés aller seuls. Ils sont toujours en soutien à la préposée aux bénéficiaires ou à l'infirmière. Donc, la formation continue toujours. C'est un peu ce qu'on pourrait dire. On ne les laisse jamais aller seuls là-dedans. Donc, dis-moi, est-ce que c'est tout le monde qui peut être bénévole? Quelle qualité ça prend aussi? En fait, une des premières choses, avant de devenir bénévole, nous, on fait passer une entrevue aux gens. Donc, je rencontre les gens, je m'assure de voir qu'est-ce que c'est leur motivation à devenir bénévole. Les gens, avant même de faire la formation, devront répondre à un questionnaire au niveau de la police pour vérifier les antécédents judiciaires.
Ensuite, au niveau des qualités que ça prend, ce que moi je recherche vraiment, la première, c'est la discrétion, la capacité de comprendre pourquoi on exige des gens la confidentialité sur ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent ici. Ensuite, la douceur, la capacité d'accueil aussi, avoir le goût d'accompagner des gens, même si notre travail n'est pas directement auprès des malades ou des familles, parce que comme c'est une maison, on est toujours en contact avec les gens, que ce soit les familles, les visiteurs ou les résidents. On est en contact aussi avec des employés, on est en contact avec d'autres bénévoles, donc il faut avoir la capacité de travailler en équipe aussi. Être flexible et souple et avoir de la patience. Chaque personne est différente, chaque résident est différent. On les accueille comme ils sont, dans leurs valeurs, dans leurs besoins, dans leurs désirs, dans leurs habitudes aussi. Puis ça peut avoir l'air de rien, mais il y a des petites habitudes, des fois, que ça nous prend 5 minutes de plus pour répondre à cette petite chose-là que la personne voudrait. Puis étrangement, c'est ce qui fait que les gens sont aussi attachants. Donc, il faut, c'est ça, discrétion, de la douceur, disponibilité, la capacité de travailler en équipe. Donc, si les gens sont intéressés à devenir bénévoles ici, comment ça fonctionne? Comment on vous contacte? On téléphone à la maison au 819-554-8129. On peut aussi aller sur le site Internet de la maison. Il y a un formulaire qu'on peut remplir. Donc, ça s'envoie directement au courriel là, ici de la maison. Ou on peut envoyer un courriel au bénévole, sans S, à commercial maison5e-saison.org. Et là, c'est moi qui reçois le courriel directement. Dans d'assez bref délai, je dirais, donc je suis ici, moi, à temps partiel, donc je réponds environ à 4 à 5 journées. Là. Je réponds aux gens pour prendre un rendez-vous avec eux, pour pouvoir faire l'entrevue. Parfait. Et puis pour le moment, où sont les besoins? Dans quel secteur sont les besoins ici de bénévoles? Présentement, les plus gros besoins sont au niveau de la cuisine, sont au niveau de l'accueil aussi. Au niveau de l'accueil, c'est vraiment accueillir les résidents qui arrivent, accueillir les visiteurs, et prendre des téléphones, prendre des messages, s'assurer donc de transférer les appels aussi. La maintenance de la maison, c'est aussi une chose qui est difficile. On essaie de trouver quelqu'un qui peut, de façon ponctuelle, venir réparer des petites choses, parce qu'on a des gens qui travaillent ici qui peuvent le faire, mais c'est des gens qui sont capables de le faire, peuvent le faire, mais travaillent de nuit. Donc, réparer une porte en pleine nuit, c'est pas toujours l'idéal quand une poignée de porte ou une petite vis à visser. Donc, quelqu'un qui peut, de façon ponctuelle, venir nous aider là-dessus. Parfait. Et puis, les disponibilités des gens, ça ressemble à quoi? Est-ce qu'on peut venir une fois semaine, une fois par mois? Comment ça fonctionne aussi de ce niveau-là? Donc, ça dépend justement du type de bénévolat qu'on fait. Quand on est ponctuel, on est par exemple quelqu'un qui ferait de la maintenance. Oui, ça pourrait être une fois par semaine. Comme ça peut être quelqu'un qu'on appelle et qui nous dit « Mais moi, je peux venir jeudi après-midi, par exemple. » Puis ça serait correct. Quelqu'un qui veut faire de l'accueil ou de la réception, à ce moment-là, moi, je préfère que les gens me donnent une disponibilité de 3 ou 4 heures. Ça peut être 8 heures aussi là, pour une journée. Et on donne un temps fixe où les gens viennent. Ça peut être une fois par semaine, une fois par 2 semaines. J'ai des gens aussi qui viennent une fois par 3 semaines. Okay. Ce qui est important, dans le fond, c'est de s'assurer que nos connaissances sont à jour. Si on a appris comment fonctionne le téléphone, donc il faut être capable de se rappeler, si on vient seulement 3 semaines, comment ça fonctionne encore. On y va selon vraiment les disponibilités des gens, ce qu'ils ont le goût de donner, ce qu'ils sont capables de donner aussi, mais toujours en ayant autant que possible une certaine routine, sauf, comme je disais, quand c'est un bénévolat qui est ponctuel. C'est vraiment intéressant. On invite les gens qui sont intéressés aussi à venir faire du bénévolat ici, à vous contacter. Je vous remercie beaucoup de nous avoir reçus. Merci. Nous vous invitons à venir faire un tour du côté du Centre sportif Mégantic pour venir voir l'exposition de M. Charles Rodrigue et M. Maurice Garot. Merci d'avoir été des nôtres. À la semaine prochaine. Construire son propre monde. Partir en guerre. Protéger et servir. Tire pas! C'est mon ami! En novembre à Super Écran, tout le monde est en mission. Je vais me marier. Tu vas devenir un dieu roi. Moi? Je veux rentrer à la maison! Avec de l'action et de l'humour plein l'écran. C'était hallucinant! Des personnages rebelles. 3 vodka Red Bull. C'est quoi une vodka rebelle? Qui tentent de changer le monde à leur façon.
On va mettre un homme dans une machine. Pour le meilleur et pour le pire. Oh non! Robocop, fais le travail. Battez-vous pour la Grèce! Aux invincibles. Abonnez-vous dès maintenant.